Good Morning Business. Le débat. Il est 8h19, on vous l'avait promis, ils sont là. À ma gauche, pardon, c'est comme ça, Arnaud Montebourg. Bonjour. À ma droite, Jean-Marc Daniel. Surprise, exprès, mais... n'y voyez aucun sous-entendu. On va parler du Made in France. Est-ce qu'il faut vraiment acheter et produire en France ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que c'est bon pour l'économie ? Est-ce que c'est bon pour l'emploi ? Est-ce que c'est bon pour les prix ? Arnaud Montebourg. Écoutez, un pays qui ne produit pas, il est dans la main de ceux qui produisent. Donc c'est une perte de liberté. Quand vous dépendez des autres, vous vous endettez pour acheter le produit des autres parce que vous ne fabriquez pas assez de richesses pour le racheter. C'est exactement ce qui arrive à la France. Il manque 1 million d'emplois, en gros 500 usines. Et c'est la raison pour laquelle nous en sommes là. Un déficit commercial de moins 150 milliards. Les Italiens, qu'on regarde à mauvais titre, c'est 17%, un peu de haut, 17% du PIB dans l'industrie. Oui, mais sont à plus 65 milliards. Les Allemands, n'en parlons pas, 180. Donc, en vérité, la France, elle est comme ça. Pourquoi ? Parce qu'elle a abandonné comme on est le soin de produire. Elle a les mains... Comme ça veut dire qu'on est pieds et poings liés aux autres. Et vous verrez, quand il faudra rembourser la dette Covid, la dette énergétique, la dette de nos impérities, comme dit M. Daniel, que je cite toujours, nous sommes un pays détenu. Détenu, il y a deux significations. On est un peu prisonnier et on est tenu par les autres. Bon, donc ça, la dépendance, voilà à quoi sert le Made in France, à être libre. Première. Deuxièmement, les territoires. Regardez, la métropolisation de la France, vous avez cinq grandes villes, tout le reste, c'est le désert. Vous avez à vendre, à louer, fermer, les usines ont fermé. J'ai vécu ça en Saône-et-Loire. J'en ai été meurtri et blessé, et c'est le sens de mon combat. J'étais président du département avant de devenir entrepreneur au gouvernement et finalement de décider de monter des entreprises sur les territoires, parce que c'est là que sont les gens qui cherchent du travail, c'est là que les gens ne peuvent pas se déplacer parce qu'à 2 € le litre dans le véhicule, vous ne pouvez pas faire plus de 20-30 km par jour, 40 maximum. Donc c'est là qu'il faut installer les usines. Alors il y a une bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a lancé un plan de relance avec 50 milliards. Alors il a des défauts, etc. Mais moi, je trouve que c'est positif parce qu'on s'intéresse au territoire et les usines reviennent. Et je vais vous dire, sur toutes les nouvelles technologies de la décarbonation, de la nouvelle frontière écologique, la France est en train de bien se placer. Et nous investissons tous. Personnellement, j'ai décidé de créer le Valeo du nucléaire, de l'équipementier nucléaire, parce que c'est une filière où on va créer 200 000 emplois. C'est une filière qui concerne des territoires qui ont été désolés dans la crise de 2008. Et donc le Made in France, c'est notre avenir. Et je suis surpris qu'on en discute encore. Et si on en discute encore avec Jean-Marc Daniel, juste pour ceux qui ont raté votre actualité, vous êtes désormais ce chef d'entreprise, une dizaine d'entreprises que vous chapeautez. Vous êtes là dans le nucléaire, vous en parlez, mais aussi dans les amandes, dans les glaces, dans le miel. Voilà, vous êtes autour d'une dizaine d'entreprises, toujours Made in France. Jean-Marc Daniel, le seul, l'unique quasiment à être contre le Made in France. Je suis ni pour ni contre, je pense que c'est un faux problème et c'est un faux débat de le centrer sur le Made in France. Pourquoi ? Parce que là où je rejoins ce que vient de dire M. Montebourg, c'est le fait qu'effectivement on ne peut pas, si on ne produit pas, on ne peut pas avoir de revenus. C'est même un des principes basiques dans les 10 principes de l'économie. Mais ça ne veut pas dire que la production doit être centrée exclusivement sur une zone géographique. C'est-à-dire que produire, c'est être propriétaire d'un outil de production et cet outil de production n'est pas forcément systématiquement localisé sur le territoire national. Être producteur, c'est aussi d'être détenteur d'usines qui se retrouvent en Chine, qui se retrouvent en Inde. Quand vous regardez effectivement le commerce extérieur de la France, vous apercevez qu'on a un déficit commercial colossal, plus de 150 milliards d'euros l'année dernière, mais on a un déficit extérieur total de 55 milliards. Pourquoi est-ce qu'on réduit ce déficit ? Parce qu'on obtient des revenus de nos placements, de nos investissements à l'étranger. De même, produire en France, ça ne veut pas dire produire pour des Français. Le Made in France, c'est aussi la capacité à exporter. Et donc, je pense que les deux... Ce qu'on fait dans le luxe, d'ailleurs. Ce qu'on fait dans le luxe. Or, qu'est-ce qu'on constate par rapport à ce constat, à cette définition de ce qu'est produire pour avoir des revenus ? C'est qu'on n'exporte pas assez de capitaux, on n'a pas assez d'usines à l'étranger, on n'a pas assez investi à l'étranger. Et dans nos exportations, notre capacité à répondre à la demande mondiale, on est de moins en moins au rendez-vous. Notre part dans les exportations de la zone euro est passée de 17% au début de la zone euro, un peu plus
plus de 17% à 12% aujourd'hui. Alors que l'Espagne, l'Italie, dont vous parliez, effectivement, l'Italie a amélioré ses positions. L'Italie dégage des excédents extérieurs. L'Italie a une politique qui est en correspondance avec l'idée que la production ne sera pas forcément sur son territoire parce que sa population ne sera plus là pour assurer cette production. Oui, mais dans son PIB, on le disait, l'Italie, elle a quand même 17% de son PIB qui est son industrie. Et c'est un atout aujourd'hui. L'emploi, Jean-Marc, l'emploi. Non, alors c'est pas forcément un atout parce que quand vous regardez les pays qui effectivement ont redressé leur situation extérieure, vous avez l'Espagne par exemple qui l'a fait en conservant la même part de l'industrie. Quand vous regardez Singapour, vous avez Singapour dont la part de l'industrie diminue. Quand vous regardez la Californie avait le même PIB que la France au moment où M. Macron a été élu. Maintenant, elle a un PIB qui est 15% au-dessus de la France. Qu'est-ce qu'elle a fait entre-temps? Elle a baissé la part de l'industrie dans son économie, mais en revanche, elle a investi dans les nouvelles technologies, elle a développé le rôle de l'enseignement supérieur, elle a investi à l'étranger. Vous avez beaucoup d'entreprises californiennes qui sont désormais propriétaires de réseaux de production à l'étranger. Et donc, c'est ça le véritable modèle. C'est pas conserver l'industrie, réimplanter des usines, défendre le territoire. Mais ça veut dire tous gardiens de musée quand même, Jean-Marc. L'emploi industriel, ça n'a pas de... On se bat quand même pour ça, pour nos emplois. Oui, non, enfin, encore une fois, je ne veux pas caricaturer, mais un emploi de conservateur de musée, c'est aussi noble qu'un emploi d'ingénieur. Mais pour ceux qui ont raté les épisodes précédents de Jean-Marc Daniel, tous les jours, notamment dans le débat à 7h10 face à Nicolas Dose, Jean-Marc, il dit, Arnaud Montebourg, il dit souvent, autant aller acheter des produits chinois parce qu'ils sont moins chers et que donc on bénéficie aux consommateurs européens, et autant aller faire des usines aux États-Unis, comme ça on prend les sous de l'IRA de Joe Biden et on en fait profiter les investisseurs français. Exactement, et comme ça on a ces doubles bénéfices. On a des produits pas chers et on a les contribuables américains qui vous assurent votre revenu. C'est-à-dire qu'en fait, M. Daniel nous propose de nous appauvrir. Et avec quoi d'ailleurs on va acheter les produits fabriqués ailleurs? Et quel revenu? D'ailleurs, vous le disiez vous-même, cher ami, il faut bien qu'on travaille, qu'on produise du revenu sur le territoire pour pouvoir se payer ce qu'on achèterait d'ailleurs. Vous nous dites, il faut que les usines partent. Elles sont toutes parties. On a donné les clés de nos usines à la Chine, à l'Asie. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde comprend qu'il faut les ramener. Et c'est ce qui se passe, en effet. Alors, il s'est passé une petite perturbation. M. Biden a sorti 375 milliards pour subventionner... Nous, on a beaucoup d'industriels français qui disent « je vais aller faire une usine en plus aux États-Unis ». Juste un mot. M. Biden a mis 375 milliards pour ramener les usines aux États-Unis. Et d'ailleurs, les 45 gigafactories qui devaient s'installer sur le territoire européen, on en a pris 2 ou 3, eh bien, elles ont déjà un billet retour, de cargo retour pour les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils font notre politique, le Made in USA. Madame Meloni, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un ministre du Made in Italy. Moi, j'ai été ministre du redressement politique, donc du Made in France. Je sais ce que c'est. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher que les usines se barrent, s'en aillent. Il faut empêcher celles qui meurent, qu'elles meurent, et donc les restructurer. Alors ça demande beaucoup d'efforts et pas de démagogie, mais ça marche. Et puis, il faut créer les nouvelles. Voilà, c'est ça le travail du Made in France. Et dans le plus possible de secteurs que nous pouvons assumer, et surtout dans les secteurs où la technologie d'avenir nous donnera les parts de marché du futur, les emplois du futur. Donc, franchement, si un économiste de renom comme M. Daniel n'est pas d'accord avec ça et nous dit non, ne travaillez pas, attendez les revenus de l'État. Non, et c'est surtout, les capitaux. Pendant ce temps-là, le business va aller en Chine. Il n'a pas dit l'État. Franchement, j'ai jamais vu ça. Il n'a pas dit l'État. Qui voulez-vous que ce soit si c'est pas l'État? C'est les capitaux. Je pense qu'il faut qu'on dégage davantage. Mais qui va donner des revenus aux gens pour consommer les voitures chinoises que nous ne pourrons même pas nous payer parce que nous n'aurons plus de salaire? Alors, Jean-Marc. Cette absurdité-là, elle a été... On a rendu justice, et même c'est M. Ford lui-même. Il a un siècle d'existence dans sa formule, disant « Je paye mes ouvriers pour qu'ils achètent mes voitures ». Si vous ne produisez pas de voitures, ils vont acheter quelle voiture? Aucune. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et en plus, avec l'idée qu'il faut travailler, et même travailler davantage. Notre déficit extérieur, il apparaît en 2002, en même temps que les 35 heures. Donc je pense qu'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à effectivement à avoir assez de production, c'est parce qu'on ne travaille pas assez. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas que cette production soit axée et intellectuellement et pratiquement sur l'idée que ça va être pour le marché national. Et il ne faut pas avoir dans l'idée que nos consommateurs vont consommer forcément... Non, on ne dit pas forcément pour les consommateurs, on dit qu'il faut fabriquer, produire en France. Mais il y a certaines choses qu'il faut produire en France, mais
on n'aura pas assez de main-d'œuvre, on n'aura pas assez de technologie. Il faut aussi exporter des capitaux, être propriétaire d'usines. On parle des États-Unis, mais dans le débat qu'il y a eu sur l'IRA, vous avez un certain nombre de députés, enfin de membres de la Chambre des représentants notamment, qui ont mis en avant le fait que les États-Unis étaient un des pays détenus, pour reprendre une formule effectivement que nous partageons, les pays détenteurs et les pays détenus, que ça portait atteinte à la souveraineté des États-Unis et que les États-Unis n'étaient pas là pour subventionner les industriels européens. Moi je dis, tant pis s'ils sont en train de subventionner nos industriels, tant pis s'ils s'en aperçoivent, mais s'ils continuent à le faire, empochons les subventions des industriels européens. Ma position est tout à fait différente. Vous voudrez bien m'en excuser. Vous voudrez bien m'en excuser. Je pense qu'il faut subventionner en contrepartie. Le gouvernement français a à juste titre demandé à la Commission européenne de mettre les contre-mesures face à l'Inflation Reduction Act du président Biden, et nous l'attendons toujours. Pour l'instant, nous résistons, mais nous ne résisterons pas longtemps si les taux d'intérêt continuent à être trop élevés, si le prix de l'électricité, à cause de mécanismes de formation absurdes au plan européen dont nous devrions nous détacher, comme l'a fait le Portugal et l'Espagne, on est en train de le faire avec nos entreprises. On est en train de le faire avec le prix plancher, le prix plafond. Ça fait combien de temps qu'on attend ? On attend. Vous avez vu le nombre de faillites là qui sont en train de tomber ? Moi, je les connais. Les petites entreprises, on n'en parle jamais parce qu'elles ne font pas la une, même pas la une des journaux locaux. Elles viennent souvent ici. Non, mais même pas la une des journaux locaux. Hein, pourquoi ? Parce qu'elles meurent en silence, parce que c'est le tissu qui assure la solidité de nos territoires et de l'emploi sur les territoires. Vous avez plein d'entrepreneurs qui n'y arrivent pas. Et c'est pas que les boulangers, hein, c'est toute l'économie, parce que quand vous avez multiplié par 6 ou par 7 le prix de l'électricité, bah vous dévorez la rentabilité des entreprises. Ça fait beaucoup de si pour que ça fonctionne. Hein. Mais excusez-moi madame, mais il y a 2 ans, nous avions un prix de l'électricité qui était parfaitement compétitif, le moins cher d'Europe. Où est passé cette... Il y a eu la guerre en Ukraine. Ça n'a aucun rapport, ça avait commencé avant. Ça a un rapport avec le fait que nous avons accepté que l'Europe indexe sur le gaz le prix de notre électricité que nous produisons, nous, avec du nucléaire, beaucoup moins cher. Gaz qui a explosé avec la guerre en Ukraine. Mais nous n'avons pas besoin d'indexer le prix de notre nucléaire sur le gaz, madame. Ah oui, c'est ça le problème. Mais c'est ça que nous avons accepté. C'est une infamie contre notre économie. Donc, parce que nous sommes des amoureux de l'Europe, nous sommes en train de détruire l'économie française. C'est ce que je reproche au gouvernement, ça fait 1 an. Et je vois à chaque fois des ministres, je leur dis, quand est-ce que ça bouge ? Quand est-ce que ça bouge ? J'ai même fait des réunions avec des tas de personnalités de l'industrie, Louis Gallois, Olivier Luanzi et combien d'autres. Même M. Marlex est venu le dire, ce n'est pas un révolutionnaire mélenchoniste. M. Marlex, il est président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Nous sommes tous d'accord, transpartisans, pour dire, ça suffit maintenant, débranchons-nous, on fait comme l'Espagne et le Portugal. L'Espagne et le Portugal, ils ont les conditions compétitives pour garder une plaque de productive efficace. On peut peut-être répondre à ça, Jean-Marc Damier. Est-ce qu'effectivement le prix de l'électricité, c'est un élément de notre compétitivité et est-ce qu'on doit s'affranchir des règles de fixation européenne des prix de l'électricité ? Alors, je ne pense pas qu'on doit s'en affranchir. Je pense que le rôle de l'Europe, c'était de promouvoir la concurrence et que la concurrence, en l'occurrence, c'était une bonne chose. Je constate qu'effectivement, au moment du rapport Gallois, par exemple, il était dit que c'était un de nos avantages compétitifs d'avoir de l'électricité nucléaire. On essaie de reconstituer avec les EPR. Oui, sauf que ce que disait à l'époque le rapport Gallois, c'est qu'il ne fallait pas quitter le nucléaire. À la même époque, le gouvernement, qui prétendait faire du nucléaire un élément compétitif, annonçait qu'il allait quitter le nucléaire, qu'il allait diminuer. Je vous donne raison. Hein, je vous donne raison. Donc il y avait dit à François Hollande à l'époque, c'était une erreur. On s'est battu à l'intérieur, tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, j'ai été devant la commission d'enquête, j'ai fait une audition de 3h28 où j'ai été obligé d'exhumer les documents montrant ce qui s'était passé en interne dans le collège gouvernemental. Mais 2 éléments. Le premier élément, c'est que Luc Rémont, le nouveau PDG de l'EDF, a annoncé que le prix de l'électricité allait retrouver un cours normal, c'est-à-dire que la crise du gaz était derrière nous. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut quand même raisonner à moyen terme. Un des problèmes de ce pays, c'est qu'il va manquer de travail, non pas à cause des 35 heures dans l'absolu, mais il va manquer de travail à cause de la démographie. Et donc, il faut qu'on prépare le fait que notre population active, qui est de 30 millions pratiquement, va commencer à décliner à partir de 2040. Et donc, il faut qu'on adapte notre tissu productif à cette réalité, notamment, encore une fois, je maintiens, en dégageant de l'épargne pour aller acheter des usines aux États-Unis et en Inde. Vous voulez que la France devienne le Japon ?
Exactement, mais la France est en train de devenir le Japon, et la France n'échappera à son sort de Japon que si soit elle a des enfants, soit elle accepte l'idée qu'elle est le Japon, et à ce moment-là, elle investit à l'étranger. Il y a le salon Made in France juste à côté, j'imagine qu'Arnaud Montebourg, vous y serez, notamment avec le miel, peut-être les amandes, et vous y serez, vous, Jean-Marc, au salon Made in France? Mais moi, je ne fais rien, donc je ne made pas, mais je made in France quand même. J'ai formé des étudiants étrangers, et c'est une partie du made in France, et je pense que c'est une partie qui est trop négligée, de pas voir que made in, c'est pas uniquement des voitures, du miel, des amandes, mais c'est aussi de l'intelligence, c'est aussi du savoir, c'est aussi de la langue. Merci à tous les deux d'être venus débattre ce matin sur BFM Business. Jean-Marc Daniel, tous les matins, 7h10, face à Nicolas Dos dans la matinale et bien sûr dans l'édition du midi. Arnaud Montebourg, vous avez un podcast, vous aussi, vous faites de la radio, ça s'appelle Les Vrais Souverains. Non, je ne fais pas de la radio, je donne la parole à des entrepreneurs qui construisent, reconstruisent, de façon très modeste, mais tout à fait étincelante, qui laissent des productions sur les vrais souverains, voilà, c'est sur toutes les plateformes, et ça permet de découvrir que le Made in France, d'abord c'est une aventure extraordinaire, et c'est absolument possible.